All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Le lore post de mardi était la troisième partie de l'histoire Brother in Arms, racontant la vie de deux frères et de leur entreprise de sécurité privée nommée Red Alert. L'intrigue est toujours aussi peu présente, mais on a des indices sur les mécaniques de soins. Dans ce chapitre, les deux frères escortaient un convoi de civils vers les installations de Tyrol 5 et repérèrent un groupe de Hornets arrivant droit sur eux dès leur entrée dans le système. Leur appel par radio avertissant qu'ils transportaient seulement des civils et aucune marchandise de valeur n'ont rien changé, et lors de l'affrontement, un des Avengers de leur escorte fut détruit. Le pilote parvint à s'éjecter, mais un des pirates localisa sa balise de détresse et décida d'ouvrir le feu dessus, et étant donné qu'il avait déjà survécu à de nombreux séjours à l'hôpital, ce dernier incident fut mortel. Il est clairement dit dans ce lore post que la défaite en combat spatial vous fera perdre au mieux votre vaisseau, au pire un membre, vous aurez à subir des séquelles assez handicapantes et il faudra que ça se reproduise assez souvent avant que cela cause votre mort. Mais se faire tirer dessus directement par des armes conçues pour le combat entre vaisseaux sera bien plus dommageable et bien souvent mortel. Rien ne vous interdira de le faire, mais dans l'univers du jeu, ça semble être une règle tacite vis-à-vis des affrontements dans l'espace, donc ça jouera certainement sur votre réputation et le désir du joueur d'en face de mettre une prime sur votre tête. L'émission Around the Verse de jeudi est revenue sur les derniers progrès de la mise à jour 3.5. Sean Tracy a commencé par nous parler des petites améliorations qu'ils ont fait récemment sur Star Marine. Sur son mode élimination, le jeu effectuera désormais un contrôle pour vous faire réapparaître dans une zone où il n'y aura pas de joueurs pour éviter le spawn kill. Ils ont aussi créé une nouvelle version de la map Demian en plus petit pour qu'elle soit adaptée aux parties avec moins de joueurs. Sur le mode capture de zone, ils ont amélioré l'interface pour qu'on puisse mieux comprendre quelle équipe possède quelle zone et quelle zone en cours de capture est contestée. Et c'est pas trop tôt pour capturer une zone, on aura juste à lancer la capture sur le terminal de la zone et on sera plus obligé de rester bloqué dessus pendant plusieurs secondes. Sur le système de réputation, les forces de l'ordre vont commencer à nous mener la vie dure, puisque en fonction de la gravité de nos infractions, on sera attaqué par des forces de sécurité, puis l'advocacy, puis l'armée, avec quelques chasseurs de primes en plus de temps en temps. Tessia Pacheco alias Twitch, la nouvelle PNJ donneuse de missions sur Hardcorp, nous donnera apparemment des missions qui impliqueront parfois d'affronter d'autres joueurs. Et toujours sur les missions, ce qu'ils ont créé depuis un an leur a permis de générer rapidement des missions de récupération de PNJ autour d'épaves, sur Hearthstone et sur les lunes d'Hardcorp. Mais la grosse présentation de cet Around the Verse, c'était la nouvelle version du système de personnalisation avancée des personnages qu'on avait découvert à la CitizenCon il y a 6 mois. Ils ont une bonne quantité de visages qu'ils ont modelés ou qu'ils ont scannés au cours de sessions de performance capture, et ce que leur outil va permettre de faire, c'est de mélanger l'ensemble de différents visages ou bien des parties plus précises. Ils nous ont d'abord montré ce système en action avec leur outil interne pour générer des visages pour les PNJ. Sean Tracy a d'abord sélectionné deux visages différents et a ensuite réglé le coefficient entre guillemets de chacun de ces deux visages pour qu'on puisse voir comment le nouveau visage fusionné entre les deux visages précédents va tendre vers l'un ou l'autre. Si les deux visages sélectionnés sont paramétrés pour avoir le même coefficient, la fusion de ces deux visages sera équilibrée et on se retrouvera avec un visage qui sera exactement à mi-chemin entre les deux, si on peut dire ça comme ça. Si vous mettez un coefficient plus élevé sur un des visages sélectionnés, le visage obtenu aura des traits et des formes qui évoqueront bien plus ce visage-là. Et ce mélange de visages n'est pas que global, ils peuvent aussi définir quelle partie de quel visage aura un coefficient plus important. Donc ils peuvent parfaitement créer un PNJ qui aura des yeux résultant d'un mélange équilibré entre la fusion de 4 visages différents, mais qui aura le nez d'un seul visage précis et une mâchoire mélangée entre 3 mâchoires différentes avec certaines plus prononcées que d'autres. Ça mélangera leur forme, leur animation et aussi leur position, ça va pas juste coller une paire d'oreilles différentes au même endroit, et en plus ça sera parfaitement compatible avec les différents objets que les personnages pourront porter sur leur tête, notamment leur casque. Et bien sûr, on le savait déjà, toutes ces possibilités de visage ne seront pas stockées, ça serait impossible, donc toutes les combinaisons générées auront une clé unique de 288 caractères. Et on a pu voir ensuite ce que tout ça donnera côté utilisateur lors de la création de personnages. C'est la même chose que ce qu'on a vu précédemment, on a toujours la possibilité de fusionner 3 visages dans leur ensemble ou alors des parties beaucoup plus précises. Et si j'ai bien compris, ce système pourra même gérer à l'avenir la barbe, les boucles d'oreilles et peut-être même l'asymétrie du visage. Et pour finir là-dessus, si les traits de visage seront ou bien masculins ou bien féminins, les coupes de cheveux seront mixtes.
Enfin, l'épisode s'est conclu sur une courte apparition de Disco Lendo. La sortie d'une mise à jour demande beaucoup de travail à tous leurs développeurs, même après la sortie de la mise à jour en question, pour corriger les bugs éventuels. Et quand vient enfin le moment de vraiment commencer à travailler sur la mise à jour suivante, c'est surtout un travail de planification où ils n'ont pas grand chose à montrer. Donc il nous a expliqué qu'ils vont prendre une pause avec les épisodes d'Around the Verse pendant environ 3 semaines, donc on n'en aura pas avant fin avril, ou alors peut-être mais très court. Vendredi, l'émission Reverse the Verse accueillait Chris Roberts pour répondre aux questions des backers sur la 3.5 et sur les futures mises à jour. Pour Chris Roberts, le nouveau modèle de vol est un pas dans la bonne direction. Il n'est pas fini et à partir de la 3.6, ils vont se concentrer à rendre plus réaliste la capacité qu'auront les vaisseaux à pouvoir faire du surplace en atmosphère, l'équilibrage des différents composants, leur surchauffe, leur usure et l'impact que ça aura sur les performances globales des vaisseaux. Sur la personnalisation avancée des personnages, c'est encore une fois qu'un début. À l'avenir, on aura plus d'options possibles comme la possibilité d'avoir une moustache ou une barbe, plus de coupes de cheveux différentes, la possibilité de fusionner des visages masculins et féminins, et il confirme que la suite de 288 caractères identifiant notre personnage sera accessible, donc on pourra la récupérer et la réutiliser comme par exemple après la mort de notre personnage. Il est prévu que les sauts quantiques causent une surchauffe de nos vaisseaux. Chris Roberts en a brièvement parlé pendant l'émission Reverse the Verse, mais comme son explication lui a paru insuffisante, il a rédigé un énorme pavé sur Spectrum pendant son samedi soir pour nous donner un peu plus de détails là-dessus. Si j'ai bien compris, ce qu'on appelle saut quantique dans Star Citizen repose sur la mécanique d'Alcubierre, une théorie énoncée par le physicien mexicain Miguel Alcubierre selon laquelle on pourrait contracter l'espace-temps devant un vaisseau et le dilater derrière. On ne ferait pas accélérer le vaisseau jusqu'à une vitesse folle, mais on tordrait l'espace-temps autour de lui. Sauf que ça nécessiterait de générer de grosses quantités de masse négative, utilisant une matière exotique qu'on n'a pas encore découvert. Dans l'univers de Star Citizen, dans 930 ans, cette matière a été découverte, a été appelée matière quantique, et permet de mettre en pratique la métrique d'Alcubierre. Sauf que transformer de la matière quantique en énergie négative dégagera énormément de chaleur. Dans le lore du jeu, même dans le futur, aucune race alien connue n'est parvenue à créer un moteur de saut quantique qui peut fonctionner sans avoir besoin d'être refroidi. Plus un vaisseau sera imposant, plus il pourra avoir des systèmes de refroidissement conséquents, plus il pourra mener ce processus pendant longtemps, et plus longtemps il pourra effectuer des sauts quantiques. Par exemple, l'Idris pourra traverser des systèmes entiers en saut quantique grâce à son bassin de refroidissement de son générateur. A l'inverse, un chasseur embarqué comme le Merlin est beaucoup trop petit pour avoir un système de refroidissement suffisant et n'aura donc pas de moteur de saut quantique. En réalité, cette logique leur sert surtout à créer des mécaniques de gameplay. Les explorateurs favoriseront sûrement des systèmes de refroidissement et des générateurs de saut quantique gros et de qualité supérieure, qui consomment beaucoup d'énergie au détriment des boucliers et de l'armement. Si vous configurez votre vaisseau pour le combat, vos armes, vos propulseurs et vos boucliers utiliseront beaucoup d'énergie. Vos sauts quantiques feront vite surchauffer le moteur de saut quantique et il faudra faire une pause beaucoup plus régulièrement. On pourra toujours éteindre tous les composants liés à l'armement et à la protection pour allouer plus d'énergie au moteur de saut quantique, mais au moment de sortir du saut quantique, on sera vulnérable le temps de rallumer ces composants et leur réallouer de l'énergie. Et si vous pilotez un vaisseau vraiment petit comme un Gladius, il sera en fait peut-être plus sage de faire vos sauts quantiques à bord d'un porte-vaisseau comme un Idris, où vous arrêtez régulièrement aux stations-service sur le trajet. Bref, avec cette contrainte de refroidissement du générateur de saut quantique, il n'y aura pas de solution idéale, il n'y aura pas de vaisseau parfait, il faudra faire des choix. Les joueurs ont déjà remarqué que certains buildings Dark Corp ont des plateformes à leur sommet. C'est parce que certains de ces buildings seront visitables dans le cadre de certaines missions, et encore plus loin dans le futur, Chris souhaiterait qu'on ait des habitations uniques pour chaque joueur. La zone 18 ne sera d'ailleurs pas la seule zone accessible, car dès que les zones d'atterrissage principales seront réalisées sur les 4 planètes du système Stanton, ils en rajouteront de nouvelles petit à petit. Chris Roberts est conscient que l'interface du jeu dans les vaisseaux et les véhicules est devenue vraiment encombrée au fil des années et des fonctionnalités qu'ils ont ajoutées. Il avoue lui-même que l'interface à l'époque des premières versions de l'Arena Commander était bien meilleure. Tout l'interface est réalisé actuellement avec la techno qui était utilisée par le CryEngine, à savoir Scaleform, donc du Flash, et ils ont prévu de s'en passer complètement et de créer un système d'interface bien à eux qui leur permettra plus de possibilités, mais ça arrivera pas avant longtemps. Toujours sur l'interface des vaisseaux, ils savent qu'elle devient illisible quand ce qu'il y a en arrière-plan est trop lumineux. Ils ont essayé de développer des solutions pour empêcher ça, mais ça impliquerait de passer encore plus de temps sur leur vieux système d'interface dont ils veulent se passer. Ils n'ont toujours pas réussi à instaurer une persistance totale puisqu'ils en sont encore à réinitialiser la progression des joueurs entre chaque mise à jour. Ils n'ont pas encore fini tous les systèmes qui permettront d'avoir une persistance totale, mais c'est une de leurs priorités. La réalité virtuelle est toujours dans leur roadmap, mais il faudra pour ça qu'ils finissent de faire la transition vers l'API Vulkan. La 3.5 a ajouté le personnage de Tessia Pacheco, un PNJ donneur de mission qui a encore une fois un rapport assez ambigu avec la loi, mais ça sera pas toujours le cas.
Ils ont prévu d'autres personnages qui seront bien plus du bon côté de la loi, comme des agents de l'advocacy, des militaires ou des employés d'entreprises de sécurité privée. Les routes sur les planètes et les lunes ont été assez prêtes d'être implémentées il y a longtemps, mais la techno des planètes procédurales a évolué et les routes sont devenues incompatibles avec. Donc c'est toujours prévu, mais ils savent pas quand. Enfin, les fonctionnalités permettant de paramétrer les accès des joueurs de son groupe aux différentes parties de son vaisseau devraient être commencées cette année, et ça apparaîtra peut-être bientôt sur la roadmap. Samedi, la roadmap de Star Citizen n'a pas été mise à jour. Au lieu de ça, on aura une mise à jour assez conséquente la semaine prochaine qui ajoutera le planning pour le premier trimestre 2020 qui correspondra à la sortie de la mise à jour 3.9. La roadmap de Squadron 42 n'a pas non plus été mise à jour, mais vu qu'on est à la fin du premier trimestre, je pense qu'il est temps de faire un point sur sa progression. Parmi ce qui n'est pas fini, on compte 2 tâches sur les personnages, l'intelligence artificielle, le gameplay, les armes et une sur les technos nécessaires. Mais il n'y a pas que ça, au début du trimestre, toutes les tâches que vous voyez là étaient prévues pour la fin du trimestre et elles ont été repoussées au mois de juin et parfois même au mois de septembre. Et sur les chapitres, les phases de white box narratif ont été bouclées durant ce trimestre sur les chapitres 14 et 22, alors que ça aurait dû être fait fin décembre. En fait, sur les 12 chapitres qui auraient dû progresser ce trimestre, il n'y a que les chapitres 24 et 27 qui ont progressé avec la fin de leur phase de white box narratif. Je pense qu'on peut le dire, Squadron 42 est en retard, et s'il est encore trop tôt pour dire avec certitude si ça va décaler sa sortie à la fin de l'année 2020, je pense que c'est vers ça qu'on se dirige. C'est la fin de cette vidéo, et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain, et d'ici là, portez-vous bien, citoyens.